Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer la nouvelle thématique en histoire sur l'État à l'époque moderne. Donc après avoir étudié la notion de renaissance, d'humanisme et de remise en question religieuse qui ont marqué notamment le 15e et 16e siècle, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur la notion même de gouvernement des peuples, de forme d'organisation, afin de diriger ces peuples autour de la notion justement de l'État. Et donc nous allons étudier à travers cette thématique l'État à l'époque moderne, notamment au travers deux exemples. Celui de la France, qui va plutôt être marqué par l'autorité du roi absolu, et le modèle britannique, qui va plutôt être marqué par le modèle de la monarchie parlementaire. Et ce qui va être intéressant avec ce modèle britannique, c'est que l'on va étudier également son influence dans la société. Donc aujourd'hui, nous allons voir notamment l'exemple de l'affirmation de l'État dans le royaume de France. Donc en effet, cette question-là est assez intéressante puisque le modèle français à cette époque va véritablement connaître un véritable bouleversement. Au Moyen-Âge, on a vu l'enracinement de la dynastie capétienne et des Valois, ainsi que l'enracinement de la notion d'État et de royaume de France. Le XVIe siècle constitue une étape marquante dans l'affirmation de l'État et la mise en place d'un pouvoir royal qui se veut absolu sans l'être vraiment. Ainsi, de 1515 à 1715, le territoire du royaume de France s'agrandit notamment à l'est du territoire grâce à des conquêtes militaires, des mariages, des achats. Trois rois, comme je l'ai dit précédemment, vont matérialiser ce renforcement. Tout d'abord, François Ier, qui a régné 32 ans de 1515 à 1547. On a également Henri IV, qui a régné 21 ans de 1588 à 1610. Et enfin, Louis XIV, qui a régné 72 ans de 1643 à 1715. Cependant, cet État français, c'est-à-dire l'autorité souveraine qui s'exerce sur un territoire et sa population, donc cet État français va toutefois être régulièrement contesté, notamment comme l'assassinat d'Henri IV, la révocation de l'édit de Nantes en 1785 ou encore la Fronde. Donc la problématique de ce chapitre, c'est de savoir comment l'État et le pouvoir royal vont-ils se consolider. Donc tout d'abord, nous allons étudier la personnalité de François Ier, qu'on peut qualifier de souverain de la Renaissance ou parfois de prince de la Renaissance. Donc François Ier appartient à la branche des Capétiens valois et il va hériter de la couronne et être sacré dans la cathédrale de Reims en 1515. Donc je rappelle, cette cathédrale de Reims qui va sacrer la grande majorité des rois français, à part quelques exceptions, et on en verra un tout à l'heure. Quand il arrive au pouvoir, il est encore un roi médiéval pétri de l'idéal chevaleresque et rêvant de guerre et de victoire. Il va notamment affronter deux rivaux de l'époque en Europe, Henri VIII, le roi d'Angleterre, et Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne. D'ailleurs, Charles Quint va véritablement être son principal ennemi, puisque très tôt, il va se lancer dans ce qu'on appelle les guerres d'Italie. Donc il va prendre en fait tout simplement la suite de ses prédécesseurs Charles VIII et Louis XII dans ces guerres d'Italie, qui, pour faire simple, sont un conflit autour d'un héritage. Et donc du coup, ces guerres d'Italie vont marquer les premières batailles de François Ier, dont une bataille en particulier qui va rester dans l'histoire, c'est la bataille de Marignan en 1515. Mais au fait, Marignan, qu'est-ce que c'est? Donc, il va donc sortir vainqueur, François Ier va sortir vainqueur à Marignan en 1515 face aux redoutables mercenaires suisses et va donc s'emparer du duché de Milan. Cependant, il perd ce duché en 1525 à la suite de la terrible défaite de Pavie
contre les troupes de Charles Quint et il va être fait prisonnier. Il sera simplement libéré au bout d'1 an contre la captivité de ses 2 fils. Il est à noter que ces guerres d'Italie vont tout de même continuer entre roi de France et Habsbourg, entrecoupées de quelques trêves. Ces guerres seront définitivement achevées en 1559 avec la paix de Cateau-Cambrésis, permettant à la France d'annexer les villes de Metz, Toul et Verdun. Également, ce que je peux préciser, c'est que François Ier va quand même très mal vivre la défaite de Pavie et toute sa vie ne va cesser de vouloir mettre des bâtons dans les roues à Charles Quint. D'ailleurs, l'un des symboles les plus forts, c'est qu'il va faire une alliance avec les ennemis de Charles Quint, qui sont les Ottomans. Donc pour revenir à François Ier en tant que tel, l'échec de la campagne d'Italie va lui faire revoir sa manière de diriger, fortement influencée par la Renaissance italienne. Tout d'abord, François Ier va développer un goût pour les lettres et les arts et va lancer une politique de développement des arts et des lettres dans le royaume. À ce titre, le roi devient un grand mécène, c'est-à-dire qu'il va financer des artistes pour qu'ils fassent des œuvres. Donc il va accueillir à sa cour les plus grands intellectuels et artistes de son temps, comme Guillaume Budet, le Rosso Fiorentino et surtout Léonard de Vinci. Donc ce dernier est accueilli en 1516 à l'âge de 64 ans dans le domaine qu'on appelle le domaine du Clos Lucé actuellement. Il apporte tous ses carnets de dessins et 3 tableaux célèbres, la Joconde, la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne et le Saint Jean-Baptiste que vous avez à l'écran. Donc Léonard de Vinci va achever sa vie en France, léguant tous ses manuscrits, ses carnets et ses tableaux devenus célèbres. En dehors des arts, François Ier est un grand passionné d'architecture et il va donc faire édifier de nombreux châteaux tels Chambord, Fontainebleau, Madrid, Saint-Germain-en-Laye. Ces demeures vont devenir les résidences royales. Également, des grands progrès au niveau du domaine scientifique vont être faits, notamment à travers l'œuvre de Michel Servet en médecine. De plus, dans le domaine des lettres, François Ier va promouvoir par l'ordonnance de Villers-Cotterêts la langue française. Donc les lettrés de l'époque vont commencer à traduire des œuvres de savants romains, grecs, juifs, arabes de l'Antiquité en langue française, qui va permettre un plus grand accès à cette culture-là. Et donc, par toutes ces mesures, François Ier va hériter du surnom prince de la Renaissance. Donc, il faut bien noter que le mécénat ne va pas être fait de façon complètement au hasard, puisqu'il a pour but de développer une image forte du roi. À côté de ça, François Ier va développer les loisirs et la distraction. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, le principal loisir, c'est la chasse. D'ailleurs, François Ier est un grand chasseur et il va faire édifier ses châteaux près de forêts giboyeuses telles que Chambord ou Fontainebleau. D'autre part, on joue aux cartes à la Renaissance, on fait du sport, notamment le fameux jeu de paume ou le jeu de maille. Enfin, le roi et les courtisans assistent à des représentations théâtrales, des concerts, qui donne l'occasion de fêtes somptueuses où chaque courtisan va exercer ses talents de danseur. Donc là, on est sur tout ce qui est domaine artistique et tout domaine culturel. À côté de cela, François Ier va aussi avoir un renforcement politique. Il va renforcer la puissance royale. En effet, il va décider de s'affirmer comme étant le seul chef à bord. Il va éliminer toutes sortes d'oppositions à son pouvoir. Donc d'abord, il ne va plus du tout convoquer les États généraux comme avait pu le faire notamment Philippe Auguste. Il va également limiter le pouvoir du Parlement, qui va ne plus pouvoir s'opposer à lui. Il va limiter également l'influence de la noblesse grâce au principe de la cour, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui vont vivre autour. En effet, les nobles qui vivent à la cour, qui sont appelés des courtisans,
vont en fait tout simplement être là pour être civilisés et être maintenus sous contrôle. Par exemple, François Ier va mettre en place le principe de l'étiquette qui oblige les seigneurs à respecter certains codes de la cour. Enfin, également, on peut citer que l'Église va être contrôlée à la suite d'un concordat, c'est-à-dire un accord signé entre le pape et le roi en 1516. Et cet accord donne la possibilité à François Ier de choisir évêque et abbé dans son royaume.